Bonjour à toutes et à tous. La formation est à la croisée des chemins. Comme la plupart des métiers, on peut se demander ce qu'il en adviendra au sortir de cette crise. Certes, son intérêt n'est pas remis en cause, mais on ne peut ignorer le fait qu'elle a été fortement impactée par la crise du Covid et que sa transformation digitale est en accélération. Je m'appelle Grégory Casseleux, je suis le directeur fondateur de Wolf Learning Consulting et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau webinaire. Là, on voit qu'il y a quelques personnes, on va dire des fidèles, et puis des nouveaux avec nous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui étaient avec nous en juin, nous avions parlé stratégie et formation dans le nouveau monde. Aujourd'hui, on vous invite dans du concret, dans du pratico-pratique, en partageant avec vous 4 projets, 4 études de cas que nous avons livrées chez nos clients, en les accompagnant du conseil stratégique à la création d'expériences de formation innovantes. Et qui de mieux que mes équipes, ou nos équipes plutôt, pour partager ces projets. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Guylaine Lefebvre, qui est ingénieure pédagogique et responsable de l'équipe créative. Bonjour Bonjour à Guylaine. tous. Ensuite, nous avons Céline Maillet, vétérinaire de formation, directrice scientifique. Bonjour Céline. Bonjour. Et Mathieu Cabanus, qui est consultant chez nous en solutions pédagogiques, qui travaille notamment sur la définition du besoin avec nos clients. Salut Greg, bonjour à tous. Donc, on a préparé 4 cas pour vous, comme on vous l'a dit. On tient à remercier tout d'abord nos clients d'avoir accepté de partager ces cas. Je vois qu'il y a Romain notamment avec nous aujourd'hui. Merci Romain, qui travaille chez TVM et avec qui on va partager un cas clinique interactif, donc à destination des vétérinaires praticiens. Ensuite, on passera un cas à destination des délégués, un de ces gros projets qu'on a piloté pour Zoetis sur leur filiale diagnostic. Ensuite, on ira à Alfort, donc à l'école vétérinaire d'Alfort, plutôt dans les 4 écoles, parce que c'est un projet qu'on a conduit pour les 4 écoles sur une visite virtuelle d'élevage porcin, avant de terminer sur le déploiement d'une plateforme au sein d'un CHV, en l'occurrence Advesia. Donc, comme je dis, merci encore une fois à tous les clients, à tous nos clients d'avoir accepté de partager. Il y a quelques informations qui sont confidentielles, bien sûr, qu'on ne partagera pas, mais on va vous donner un maximum de visibilité sur ces initiatives. Concernant ce webinaire, donc on le veut interactif, voilà, on compte sur vous, n'hésitez pas à poser des questions. Donc on utilise la plateforme Zoom, hein, que probablement vous avez tous utilisé au vu du confinement. Donc en bas sur PC ou en haut à droite sur tablette, vous avez un bouton pour les questions-réponses. Essayez de privilégier le bouton questions-réponses pour poser les questions. Et puis ensuite, il y a un chat sur lequel j'ai envoyé un premier message pour vous dire bienvenue. N'hésitez pas à nous faire coucou et à nous faire du feedback ou à raconter des blagues si vous le souhaitez. Sur le chat, la petite astuce, c'est de bien sélectionner tous les conférenciers et les participants pour que vraiment les messages soient partagés avec tout le monde. Voilà, donc assez de balivernes. Donc passons au premier cas. Avant de démarrer le premier cas, donc c'est un cas clinique interactif qu'on a réalisé donc pour la société TVM, ou comment développer les compétences des vétérinaires praticiens en ophtalmologie. On a préparé un petit sondage, hein. On va vous poser une petite question pour voir si vous êtes bien avec nous. Donc la question, la voici. Selon vous, quels sont les intérêts pédagogiques d'un cas clinique interactif? Donc acquisition de bonnes pratiques, développement du raisonnement clinique, rappeler les connaissances de base, posologie, ou vous n'en avez jamais fait, vous n'êtes pas vraiment convaincu de l'intérêt. C'est à choix multiple, hein, donc vous pouvez sélectionner plusieurs bonnes réponses. Parfait, et puis donc vous êtes super réactif, il y a juste une personne qui n'a pas répondu. Ah non, c'est que c'est en train de joindre, les gens sont en train de se rejoindre, de joindre à nous en fait. Donc je vais arrêter et on va partager. Bon, donc vous avez bien identifié, on va le voir, hein, c'est un cas assez complet hein, qu'on a développé pour la société TVM et qui permet vraiment comme vous l'avez mis, hein, d'acquérir des bonnes pratiques, mais également de travailler sur des logiques de raisonnement clinique, même si ce n'est pas toujours facile, hein, on va le voir, de modéliser un raisonnement clinique, mais également tout ce qui est connaissance de base, hein, donc plus posologie ou description de lésions, des choses comme ça. Mathieu, tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de ce cas? Oui, eh bien, on a d'abord été contacté par Chloé Klopp, qui est chef de projet chez TVM et qui souhaitait reproduire le succès du tout premier cas clinique interactif développé chez Wolf. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était un cas qui était développé autour d'intoxication aux anticoagulants avec des experts et qui reprenait les codes de retour vers le futur.
Donc cette fois-ci, il s'agissait de raconter une histoire différente, d'embarquer les apprenants dans une aventure dont ils sont les héros, cette fois-ci en incarnant un enquêteur qui devait résoudre une énigme posée par un cas en ophtalmologie. L'objectif de notre client était d'abord d'engager la cible vétérinaire sur le canal digital, mais également d'asseoir sa position de leader en ophtalmologie en proposant des services et des formations innovantes. En pratique, les compétences à développer, c'était assez spécifique. Hein, la demande de Chloé, comme tu l'as dit, était assez spécifique. Tu peux nous en dire plus sur le développement des compétences recherchées? Oui, l'approche pédagogique s'est d'abord concentrée sur le développement des compétences vétérinaires autour de la mise en place d'un examen en ophtalmologie, l'examen de base. L'objectif n'était pas de faire des spécialistes au niveau des apprenants, mais bien de capitaliser sur des contenus durables et sur des bases pratiques applicables lors de leur vie quotidienne en pratique générale. Et puis, il s'agissait aussi pour notre cliente de promouvoir des changements comportementaux, notamment dans la mise en place de bonnes pratiques simples. C'était le mot d'ordre. Donc, comme Mathieu l'expliquait, on est vraiment sur cible vétérinaire praticien. On va vous montrer quelques écrans. Et comme Mathieu l'expliquait, on est vraiment sur l'acquisition de compétences simples en ophtalmo. Donc, c'est le cas Sherlock, hein, qu'on appelle chez nous, puisqu'on a créé un univers spécifique à TVM autour d'une enquête policière fin du 19e siècle. Donc, ici, vous devez voir mon écran. C'est tout bon, Matt, hein, tu vois l'écran? Ouais. Donc, par exemple, un des objectifs pédagogiques était de construire, en fait, de pouvoir que les vétérinaires aient une trousse dédiée à l'ophtalmologie dans leur salle de consultation et donc de lister des outils utiles. Donc, par exemple, un transilluminateur de Phinoph, c'est pas facile à dire. On voit le feedback avec un feedback riche à chaque fois. Bien sûr, si on met, par exemple, l'intérêt d'un marteau réflexe, même si les marteaux réflexes TVM dans la trousse de l'ophtalmo, ce n'est pas forcément utile. Donc, avec un feedback ici qui va enrichir en fait hein, la correction. Et donc, on va pouvoir monter sa trousse comme ça. Hein, avec, donc j'avance, hein, je vous montre avec les lames pour les cytos, par exemple. Les cytobrosses. Et puis, si je me souviens, du local. Donc, on voit ici hein, donc, de l'interactivité. L'apprenant est actif pour pouvoir vraiment favoriser l'ancrage mémoriel. Excellent. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Rejoignez-moi dans la salle d'attente. Nous allons commencer. Donc, avec de l'ajout de voix off aussi. Donc là, on en a retiré un petit peu pour que ce soit plus facile pour la démo, mais on a beaucoup travaillé sur les voix off avec des acteurs. Et puis là, je vais vous montrer toute la séquence Schirmer, donc, qui est assez intéressante pédagogiquement, donc, où on va pouvoir décider où on met la bandelette. Donc plutôt ici. Bonne réponse. Donc voilà, avec encore une fois ce renforcement positif. Et puis là, ensuite, la deuxième séquence, combien de temps je le laisse? Donc de mémoire, 60 secondes. Élémentaire, mon cher Hayson. Ensuite, on va voir le Schirmer monter. Donc, encore une fois, pour jouer sur ce, on va en discuter avec Céline après, mais sur ce côté immersif. Et puis à la fin, on conclut sur le Schirmer. Oui, c'est bien ça. Donc, vous voyez, à partir, on va dire, d'un geste simple, hein, toute la séquence pédagogique, travailler avec nos ingénieurs pédagogiques et nos développeurs pour arriver finalement à une expérience qui se rapproche, on va dire, le plus possible de la réalité. Donc, Céline, donc, on l'a vu donc, avec cette volonté de développer les compétences des vétérinaires. En pratique, comment est abordé ce type de projet? Alors, sur ce type de projet, il est vraiment intéressant de travailler en mode collaboratif, en incluant le chef de projet côté client, donc dans l'occurrence ici c'était Chloé, des membres de l'équipe qui seront amenés à utiliser ou à déployer la formation, un ou plusieurs experts, et enfin, si possible, des apprenants. Donc, cela permet de pouvoir croiser les points de vue en mettant les besoins de l'audience au cœur de la réflexion. Chez Wolf, nous utilisons des méthodes d'idéation et d'intelligence collective lors de la réunion de démarrage de chaque projet. Cette réunion est animée en binôme avec un ingénieur pédagogique et un vétérinaire. Et elle se déroule en général sur une journée avec les parties prenantes du projet. Notre expertise scientifique permet d'avoir une fluidité dans l'animation de ces ateliers, puis après dans la réalisation de l'expérience de formation. Ok, au quotidien, donc on l'a vu, ce mode collaboratif, il est vraiment clé. Tu as parlé notamment de l'importance d'inclure des apprenants hein, dans ces réunions et dans la définition du besoin.
comment elle est maintenue, cette collaboration? Elle ne se limite pas, on va dire, à cette réunion de démarrage, mais elle est vraiment réalisée sur l'ensemble du projet, hein? Oui, tout à fait. Donc, à la suite de l'atelier d'idéation, nous facilitons le travail entre nos clients et les experts en étant le chef d'orchestre. Le travail est allégé des deux côtés, car en plus de l'ingénierie pédagogique, nous prenons aussi en charge la rédaction médicale. La collaboration sur le long terme se fait aussi grâce à des outils très pratico-pratiques, comme l'établissement d'un rétro-planning précis, mais ajustable aux imprévus, bien sûr. Nous faisons également un point hebdomadaire avec le client et les experts via l'intermédiaire de rapports d'avancement. Cela permet d'avoir de la visibilité sur le projet et sur les tâches qui incombent à chacun. Et chaque membre du projet peut rebondir dessus, apporter des précisions. Nous gardons ainsi un lien et un engagement permanent au cours du projet. Donc on le voit, hein, toutes ces pratiques, hein, qu'on met en œuvre chez Wolf, si on vous les donne aussi, hein, c'est pas, pour être très transparent, c'est pas que pour en faire la promotion, c'est aussi pour vous donner quelques clés. On voit avec nous aujourd'hui, on a des gens qui travaillent dans les écoles vétérinaires. J'ai vu qu'il y avait aussi des gens d'APForm avec nous. On vous a accompagné à APForm au début, hein. Ce mode collaboratif, il est vraiment essentiel, hein, dans le succès d'un projet. Et encore une fois, l'importance d'intégrer des experts, mais également des apprenants, comme Céline vient de le dire. Le deuxième point aussi qui est assez intéressant sur ce projet, c'est la mesure de l'impact, parce que ce n'est pas toujours fait, et TVM est probablement un de nos clients qui mesure le plus l'impact de ces initiatives. Tu le sais bien, Céline, parce que tu travaillais pour eux et tu étais une de nos premières clientes, hein, chez TVM. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ils mesurent l'impact de cette initiative et quel a été justement l'impact sur ce projet? Oui, alors les projets digitaux tels que les cas cliniques interactifs comme le cas de TVM permettent d'être diffusés à une très large audience. Donc ici, TVM a touché 900 vétérinaires qui se sont inscrits, qui ont fait la démarche d'aller s'inscrire sur le parcours. Après, la conversion est de 500 participants qui ont complété le parcours intégralement. Alors, ils ont été satisfaits à 99%, à très satisfaits à 99% de l'expérience. Ce type de cas clinique immersif permet également aux équipes marketing d'avoir une visibilité du parcours apprenant. Donc ça, c'est très intéressant pour capitaliser sur le futur. Donc ainsi, la chef de produit Chloé chez TVM a pu identifier une habitude fréquente des vétérinaires qui n'était pas en adéquation avec les recommandations des spécialistes. Cela a conduit par la suite à la mise en place d'un plan d'action dédié, dont notamment la mise en œuvre d'une nouvelle aventure, Sherlock Ophthalmo numéro 2, qui est en cours de déploiement actuellement. Donc on le voit, donc l'intérêt vraiment de mesurer l'impact, hein. Donc là, il y a des budgets, hein, qui sont investis, Céline en a parlé, c'est essentiel. Et puis la dynamique positive qui permet, là, en l'occurrence, de créer quasiment un effet collection, hein. Donc on vous invite si vous êtes vétérinaire praticien, je crois qu'il y en a quelques-uns avec nous aujourd'hui, à contacter vos délégués TVM qui vous font plaisir de vous donner accès à ces initiatives. Merci Céline pour ce point. N'hésitez pas à poser des questions sur ce premier cas. On a prévu une session de questions-réponses à la fin, si on a le temps, pour pouvoir y répondre. On va passer au deuxième cas, qui est un cas un peu plus business, j'ai envie de dire, encore, même si le premier l'était déjà beaucoup. C'est un projet assez unique, commandé par les équipes en charge du diagnostic à l'international chez Zoetis. Mathieu, comment a démarré ce projet? Avant toute chose, comme chacun le sait, donc Zoetis est un acteur mondial majeur de la santé animale au travers de produits phares que nous connaissons tous. Et récemment, Zoetis s'est positionné sur le marché du diagnostic en procédant notamment au rachat d'une société appelée Abaxis, qui est numéro 2 mondial sur ce segment. Donc l'enjeu pour eux était d'abord d'accélérer le déploiement de leur gamme diagnostique, et puis ensuite il s'agissait aussi de développer les connaissances fondamentales sur la gamme, puis de travailler les techniques de vente au sein du processus de vente en lui-même. Et enfin, cerise sur le gâteau, ou plutôt ice on the cake, comme on dit chez toi, Greg. On était sur ce projet dans un contexte international avec plusieurs pays, on en avait 8 de mémoire, qui devaient être activés simultanément. Donc c'était un gros projet. Donc gros projet, hein, comme Mathieu dit, dans un contexte international multiculturel, hein, même j'irais, parce qu'on avait des gens de l'Asie, des gens des US, des gens de l'Europe. Donc à prendre en compte, on va le voir dans le design de la formation. Et donc la cible qui est les délégués vétérinaires, c'est une cible qu'on connaît bien, Matt, hein. On a pas mal de projets sur les délégués.
Ouais, les délégués vétérinaires sont souvent au cœur des programmes qu'on développe, au même titre que les ASV d'ailleurs. Tu parlais d'APForm tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est souvent sollicité sur cette cible. Et puis de la même manière, on travaille souvent sur l'acquisition de fondamentaux techniques en lien permanent avec le contexte propre du client et leur process de vente pour ne pas leur fournir un contenu complètement déraciné, mais toujours pragmatique en lien avec leur réalité du quotidien. Et dans ce cas, on s'est mis dans la peau des délégués Zoetis, autrement appelés chez eux les territory managers, qui doivent d'abord compiler les premières informations relatives à l'environnement du vétérinaire en termes de diagnostic, leurs habitudes, le matériel en présence, avant de passer le relais aux DSS, les spécialistes maison de la branche diagnostic. Donc il s'agissait d'accompagner les territory managers à la fois dans la transformation de leur rôle, mais également dans leur développement. Et donc pour le dire autrement, le délégué prend de l'épaisseur en sortant d'une problématique purement produit et en devenant l'expert de l'écosystème du vétérinaire. Ok, donc on le voit vraiment un enjeu fort business, hein, je résume, comme tu l'as dit, avec, je caricature volontairement, mais on va dire des délégués qui se retrouvent du jour au lendemain à vendre des vaccins, des médicaments, à vendre du leasing, hein, avec des machines de diagnostic, donc un environnement de produit, on va dire, qui change, hein, beaucoup, même si Zoetis avait déjà lancé des produits, l'Alpha-Track par exemple, ou d'autres produits que vous connaissez peut-être en diagnostic. Donc c'est un vrai enjeu pédagogique. Donc là, Guylaine, je vais te faire intervenir sur la partie péda. On sait que les délégués, comme c'est une cible sur laquelle on est beaucoup sollicité, on ne va pas se le cacher, c'est une cible aussi qui est, je ne vais pas bien caricaturer, mais qui n'aime pas bien le changement, quoi. Mathieu, tu le sais bien, tu as managé des délégués. En Un peu. pratique, ouais, comment on peut embarquer les apprenants dans un programme de formation de cette ampleur, Guylaine? Bah, le meilleur moyen qu'on a de coller aux attentes de son audience en général, c'est de les embarquer sur un terrain qu'ils connaissent, qui leur est familier. Pour ça, on aime proposer des solutions qui s'adaptent bien à leurs contraintes, comme par exemple celle de la mobilité, dans l'exemple qu'on a ici, avec des formules qui sont faciles à consulter dans le train ou entre deux rendez-vous. Donc, on appelle ça le mobile learning et c'est tout à fait adapté au public des délégués. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est tous les éléments qui rendent nos univers immersifs avec des décors, des personnages, le vocabulaire qui va bien, qu'ils connaissent et qu'ils utilisent tous les jours. Et pour ça, on a plusieurs outils. Le plus accessible, évidemment, ça reste le travail de dessin, de décor qu'on met dans les modules. Enfin, on a aussi un levier très fort pour engager les apprenants avec les outils de ludification ou même le storytelling qui font appel aux émotions, aux ressentis et on le sait, fonctionne très bien sur ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel en pédagogie. La logique étant, on a aimé, on s'en rappelle. Donc, ces petits outils permettent d'éviter surtout ce qu'on sait qui ne fonctionne pas sur le public des délégués et plus généralement sur les formations pour adultes, ce sont les modèles très scolaires ou très descendants. Donc, sur le programme de Zoetis, on a misé sur ces éléments-là, la mobilité, les décors immersifs et le storytelling en faisant des modules avec des challenges, avec des situations qui leur sont familières. Tout ce qui permet l'immersion en axant les questions sur un changement d'attitude, de posture principalement. Ok, en pratique, on voit, ça peut paraître assez conceptuel, tu ne m'en voudras pas, Guylaine, hein, mais l'ingénierie pédagogique, mais c'est quand même des points qui sont essentiels. Moi, je peux en témoigner, hein, j'ai créé l'agence tout seul et puis ensuite, je me suis entouré d'ingénieurs pédagogiques. Il y en a peut-être parmi vous aujourd'hui. Mais au-delà de la blague, et c'est bien là l'expertise de ton équipe, hein, Guylaine, de l'ingénierie pédagogique, en pratique, ça donne quoi Sur ce projet, avant de venir au produit fini, ce qu'on a livré, je précise qu'on a eu quand même la chance d'avoir une bonne réunion de démarrage et Céline soulignait l'importance au début de ce webinaire. Donc, on était très contents parce qu'on avait 3 star performers avec nous. Donc, ce qu'on entend par star performer, ce sont des délégués qui vendaient super bien du diagnostic sans que l'organisation sache vraiment pourquoi. Et donc, avec leur aide, on a pu identifier les bonnes pratiques qui allaient à l'encontre des hypothèses préconçues qu'on aurait pu avoir. Ensuite, on est parti sur une approche plutôt blended learning, donc sur des modèles d'apprentissage hybrides qui mixent à la fois les modèles d'apprentissage à distance ou en présentiel. Ça permet de mélanger les pratiques pédagogiques et d'en tirer évidemment une meilleure efficacité. Avec ces éléments-là, on a livré 4 produits. Le premier étant un quiz gamifié pendant lequel on récolte le niveau de connaissance des délégués, a priori de la formation, ce qui a permis de les regrouper pour des rappels techniques éventuellement.
Le deuxième élément, c'est un micro-mobile learning qui permet de coller au comportement nomade de la force de vente. Donc, c'est une solution qui convenait bien à ce public-là. Ensuite, on a développé des scénarios qu'on appelle des scénarios branchés, gamifiés, où on les mettait en situation en face d'un vétérinaire et il devait intervenir et choisir les bons discours. Et enfin, on a terminé avec un kit de jeu, de rôle qu'ils ont pu utiliser en présentiel. Ok, donc on va voir quelques écrans pour le rendre concret. Donc, on a flouté quelques textes pour des raisons de confidentialité, mais ça vous permettra de vous projeter. Donc ici, on a le quiz gamifié. Donc on met en avant la gamme. C'est une gamme qui était, gamme VetScan, pour ceux qui connaissent un petit peu l'environnement, avec différentes machines. Il y avait même un microscope avec une caméra. Et puis tout ce qui est, on va dire, gamme un peu historique, AlphaTrack et ainsi de suite. Donc on a profité pour refaire un point, comme l'a dit Guylaine, sur les connaissances de base, avec un environnement assez immersif, en mettant en avant les produits. Et puis, comme vous voyez, les systèmes de points, notamment avec le Rotor, qui est un peu le produit phare de cette gamme chez Zoetis. Et puis après, c'est des quiz assez classiques, j'ai envie de dire, QCU, question à choix unique, question à choix multiple, mais en mettant en exergue vraiment les erreurs communes. Parce que, comme l'a dit Guylaine, on a eu la chance d'avoir les délégués avec nous au moment de la réunion de démarrage et de pouvoir identifier les erreurs communes. Ensuite, il y avait le micro-learning qu'on ne vous montre pas parce que c'est compliqué et puis de le montrer sans dévoiler comment c'est monté, notamment sur les techniques de vente. Mais on va vous montrer ici le scénario. Un scénario, donc ça, c'était vraiment le cœur du réacteur, j'ai envie de dire, du mécanisme pédagogique, avec donc un choix de personnage. Donc l'apprenant, le délégué, choisissait son personnage. Donc dans cet environnement multiculturel, on est même capable, pour information, de changer les personnages. Par exemple, si on veut être avoir des looks plus asiatiques, par exemple, pour régionaliser l'initiative. Et puis ensuite, on met en situation, donc on explique la situation avec une introduction, et on est vraiment face au vétérinaire. Donc ici, la déléguée à droite doit convaincre le vétérinaire à gauche, avec son stéthoscope autour du cou. C'est peut-être un alforien, non, c'est une blague, ça. Donc on a le dialogue, en fait, qui s'affiche comme ça. Et l'apprenant va choisir en fait comment il adresse la conversation. Et en fait, ce n'est pas forcément bonne réponse et mauvaise réponse. C'est un petit peu comme, pour ceux de ma génération, comme les livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire qu'en fonction de vos choix, vous n'allez pas avoir les mêmes conséquences et donc pas le même scénario. Et vous pouvez faire la vente de différentes façons ou louper la vente aussi de différentes façons. Et avec ce système de points très gamifié, c'est des délégués, donc on sait qu'ils aiment les challenges, on sait qu'ils aiment tout ce qui est incentive. Donc avec ces systèmes de points que vous voyez en bas, qui reprend en fait les étapes du processus de vente. Et donc voilà. Et donc on a un feedback. Le feedback, il est pas forcément correct, incorrect. Il est surtout comment le vétérinaire va réagir pour vraiment avoir cette approche qu'on appelle contexte, choix, conséquences. On a également rajouté des jeux de rôle. Ça, c'est essentiel sur des techniques de vente. Donc, on a designé des jeux de rôle de façon un petit peu gamifiée, donc encore une fois avec des codes du jeu, pour pouvoir aider les délégués à déployer en fait vraiment les nouveaux comportements dans la vraie vie. Avant de passer à la prochaine partie, on va vous poser une question pour voir si vous êtes toujours avec nous. On a une question aussi dans le public. On a une question dans le public. Ouais. Ah oui, de Bertrand, oui. Est-ce qu'un client peut choisir de commencer par un outil et progressivement intégrer les autres? Alors, on a plutôt poussé un parcours avec quiz, mobile learning, qui reprenait en fait les étapes de la vente et ensuite mise en situation. Voilà, pour des raisons d'acquisition de connaissances, donc en gros de techniques de vente et ensuite de mise en situation des techniques, pour répondre à votre question, Bertrand. Par contre, par exemple, le mobile learning, ils étaient complètement libres. C'est-à-dire qu'au sein de l'expérience, on a tendance à laisser les navigations libres, parce que par exemple, s'ils sont déjà férus de techniques de vente, ils vont pouvoir aller plus vite et aller au quiz de validation à la fin. Donc voilà, donc on parle plutôt de parcours de formation, mais au sein de chaque expérience, une navigation assez libre. L'autre point aussi qui est intéressant pour rebondir, Bertrand, sur votre question, c'est que les scénarios, on a observé qu'ils les refaisaient plusieurs fois.
Parce qu'en fait, en les refaisant plusieurs fois, comme c'est des scénarios branchés, en fait, ça permet on sait que les gens qui se plantent, en fait, vont le refaire pour essayer vraiment de faire la vente au bout. Donc ça, c'est aussi intéressant pour l'engagement des apprenants. Bon, j'espère que j'ai répondu à votre question. Dites-le nous si jamais ça ne va pas, pendant que je lance le sondage. On va lancer le sondage donc, sur l'impact. On en a parlé un petit peu déjà. La question, c'est est-ce que vous avez déjà mesuré l'impact de vos formations? Donc, est-ce que vous l'avez mesuré sur l'acquisition des connaissances? Donc, par exemple, je fais des quiz et puis j'attends 80%. Sur le développement des compétences, sur la performance, ce qu'on appelle les modèles de retour sur investissement, par exemple. Voilà, vous êtes encore bien avec nous, c'est super. On va encore attendre un tout petit peu. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je partage. Alors, c'est intéressant, hein, Guylaine, on va en parler. C'est assez classique, en fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une acquisition de connaissances. Alors, ça dépend aussi où vous travaillez, hein, mais on vous conseille vraiment, on va en discuter, d'essayer de réfléchir à comment vous pouvez mesurer l'impact sur les compétences. Hein. Donc, les connaissances, c'est classique. Hein. Vous faites vos 10 questions, il faut qu'il y ait 8 questions de bonnes, et puis on valide la formation. Les compétences, on peut les mesurer de différentes façons, hein, sur des niveaux de confiance, sur l'évaluation par les managers, hein, quand vous êtes dans l'industrie, ou sur des travaux pratiques, hein, si vous êtes en école. Et la performance, c'est assez peu fait à notre environnement de santé animale, vous avez raison, mais c'est important, et je pense que c'est d'autant plus important de le faire dans le contexte, parce que le digital, c'est des investissements, il ne faut pas s'en cacher, et il y a des modèles de retour sur investissement qui sont assez faciles à mettre en œuvre. Voilà, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on pourra en parler dans un autre webinaire, je pense. Mais Guylaine, sur l'initiative Zoetis, il y a quand même une mesure de l'impact. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, on a, sur ce programme-là, on a, le client l'a déployé quand même dans plusieurs pays, puisque les modules qu'on a déployés initialement étaient en anglais. Ils ont été traduits dans 5 langues. Ça, c'est une requête du client. Et pour nous, c'est une gage de volonté d'optimiser les retombées aussi sur cet investissement de leur côté. Et ils peuvent ainsi toucher un public plus large. Donc, nous, ce n'est pas une mesure de l'impact, mais disons, c'est un bon indicateur, hein, de pouvoir traduire ce genre de programme. Alors évidemment, on ne peut pas partager tous les chiffres avec vous, hein, mais on a pu mesurer l'acquisition de connaissances via les quiz, évidemment, et les scénarios digitaux. On a eu une enquête aussi, on mesure le Net Promoter Score sur chacun des éléments qu'on a produits, avec des retours qui sont très, très bons à date. Là, le programme a été lancé il y a déjà quelques mois. On a quelques délégués qui ont fait des retours pour nous qui sont très, très intéressants et qui vont plutôt dans ce sens-là. Ils disent que c'est très utile pour eux pour aider au transfert et à la vente de leurs produits. Ça leur a permis d'aiguiser leurs compétences de vendeurs. Ça fait réfléchir aussi sur les conversations qu'ils mènent avec leurs clients. Donc, tous ces témoignages de délégués vont plutôt dans le sens d'une performance réussie ça, sur les modules. En interne, les équipes de Zoetis ont mis aussi en place une méthode d'évaluation des compétences sur le terrain avec leur manager. Donc, on a aussi possibilité d'avoir des indicateurs plus business sur le nombre de prospects, de ventes, sur les outils diagnostiques. Et tout ça, c'est mesurable et permet de valider ce type de programme. Ouais, sans rentrer dans tous les détails, hein, Mathieu l'a expliqué, en fait, il y a ce relais entre le délégué et ce qu'ils appellent les DSS chez Zoetis, hein, les spécialistes du diagnostic. Et c'est assez facile en fait, de suivre le nombre de leads, hein, générés. Et on a notamment réfléchi avec eux sur la façon de vraiment mesurer l'impact de la formation sur cette génération de leads. Donc voilà, donc, comme quoi c'est faisable. Hein, je pense que c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer. La mesure de l'impact est faisable. Voilà, si vous n'avez pas d'idée, encore une fois, on est là pour vous accompagner. C'est des choses qui doivent être mises en place parce que c'est ce qui est demandé notamment par les financiers dans les labos, quoi. On va passer pour essayer de rester dans le timing, parce qu'on parle beaucoup comme d'habitude, sur la visite virtuelle à l'école vétérinaire d'Alfort. Donc, c'est un projet qu'on a fait en visite virtuelle pour les étudiants sur de l'élevage porc. Et on va vous poser une première question pour voir un peu ce que vous en pensez. Donc, pour vous, la réalité virtuelle, c'est quoi? C'est un gadget, c'est un outil pédagogique puissant, c'est un truc qui est cher.
ou vous ne savez pas ce que c'est? C'est intéressant. Bon, voilà, on va arrêter. Tout le monde est très réactif, c'est super. On vous remercie. Voilà, un outil pédagogique puissant, donc ça c'est bien, on ne va pas avoir besoin de vous convaincre là-dessus, on en est convaincu aussi chez Wolf. Et puis c'est marrant parce qu'il y en a quand même presque 50% qui ont dit un truc qui est cher. Bon, ça nécessite des investissements, cher par rapport à quoi, j'ai envie de vous dire, mais ce qui est certain, c'est que c'est moins cher que ce que ça n'a été. Et c'est pour ça qu'on arrive à le mettre en œuvre, même dans des contextes d'école, j'ai envie de dire, où on sait que les budgets sont parfois restreints. Guylaine, comme je l'ai dit, nous, on est convaincus de l'intérêt de la VR dans notre environnement de santé animale. Tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, en général, la réalité virtuelle, ça présente de nombreux... on trouve plusieurs applications dans le domaine de la santé animale, évidemment. Je te donne quelques exemples. Par exemple, ça permet de faire des jeux de rôle digitaux, des mises en situation qui sont nouvelles. Ça permet aussi de proposer des visites de bâtiments difficiles d'accès en temps normal. Je donne l'exemple ici de l'élevage parce que c'est ce qu'on va vous présenter, mais c'est aussi le cas sur des abattoirs, des sites industriels un peu sensibles. Ça permet également aux apprenants de se préparer à des situations de stress dans la vraie vie. Et en plus, on peut se tromper parce qu'il n'y a pas de conséquences en réalité virtuelle. Donc, on a tout plein d'avantages en termes de pédagogie. Et évidemment, je parlais tout à l'heure des environnements, l'importance des environnements immersifs. Alors là, évidemment, on y est complètement avec la réalité virtuelle. Et au-delà de la dimension et ce casque qui nous plonge complètement dans l'univers, si vous ne l'avez pas déjà testé, on va vraiment au-delà du simple effet waouh, on a des vraies émotions, on est complètement plongé dans cet univers-là. Donc ça, c'est très, très engageant quand on fait un peu de pédagogie. Et puis c'est très réaliste puisque, en l'occurrence, pour le cas qu'on va vous présenter, nous sommes allés filmer dans un élevage de porcs sur le terrain et on a fait intervenir à l'écran évidemment des vrais éleveurs. Donc, on est complètement dedans. Donc, on va vous le montrer. C'est un projet sur une visite d'élevage naisseur-engraisseur en porc avec on va dire une approche holistique, gestion de risque. Guylaine vous expliquera un petit peu comment on l'a monté. Je vais partager l'écran. Donc, ça fonctionne sur casque, mais ça fonctionne également sur PC, comme je vais vous le montrer ici. Ok, voilà dans le couloir. Par où tu veux démarrer? Donc, on voit, on est vraiment dans l'élevage, donc on peut tourner. Donc, c'est ce qu'on appelle la vidéo, donc c'est des captures vidéo. Et ici, donc, par exemple, si je ne prends pas de douche, on va me dire, je ne suis pas sale, pourquoi je prendrais une douche? Ok, voilà, mais qu'est-ce que tu me fais là? T'es pas professionnel, tu prends pas de précaution. Allez, sors de mon élevage. Oula, tu as commis une faute irréparable. Il faut prendre une douche avant de rentrer dans l'élevage pour éviter d'importer des agents infectieux. Allez, on te donne une autre chance. Donc c'est ce que disait Guylaine, c'est vraiment l'apprentissage des erreurs. Voilà dans le couloir. Par où tu veux démarrer? Et donc on est, voilà, là on pense, en tout cas pédagogiquement, qu'une fois que vous avez fait l'erreur, vous ne la ferez pas 2 fois. Et il vaut mieux la faire avec le casque sur les yeux ou sur votre PC que dans l'élevage, quoi. Donc après derrière, voilà, on rentre dans la douche. Donc ici je suis dans la douche. On a même fait des prises de vue au petit cap, pour ceux qui l'ont vu, parce qu'on n'avait pas fait le plan au moment du tournage. Voilà, arrivé dans le poste SAS. Et dans le poste SAS. Donc, je te laisse te préparer avec tous les équipements qui sont à ta disposition. Et puis tu peux me suivre dans l'élevage ensuite. Et donc on est vraiment... donc là ici, il va falloir choisir qu'est-ce qu'on met sur soi. Donc avec par exemple ici la Charlotte. Et on peut rajouter des couches de quiz par-dessus. Et puis j'avance comme ça avec la cote. Et puis... et les bottes de mémoire. C'est pas de mémoire, je vous rassure. On s'est entraîné. Et puis voilà, et donc j'avance, et ensuite je vais dans le couloir de l'élevage. Bon, te voilà dans l'élevage. Qu'est-ce que tu veux voir en premier? Et attention, n'oublie pas la marche en avant. Ouais, Olivier, les images, c'est de l'élevage conventionnel, on est d'accord.
Mais bon, ça fait partie de la filière. Hein. Donc ici, on est en marche en avant. Donc pareil, hein, si je démarre par la quarantaine, j'ai un message en disant écoute, c'est bien, tu as été voir la quarantaine, mais ça ne servait pas à grand-chose. Et puis maintenant, tu peux aller nulle part. Et donc, en fait, il va falloir que tu fasses ton rapport sans avoir fait ta visite, puisque la marche en avant, il faut démarrer par la maternité. Donc, encore une fois, très immersif, avec des choix conséquences. Voilà, et c'est une expérience qui a été déployée donc, auprès des étudiants. Céline, en pratique, les écoles vétérinaires, c'est un environnement un peu particulier. Tu peux nous expliquer un petit peu comment on travaille, quelle est la façon de travailler, on va dire, avec les écoles véto Oui, donc déjà, c'est très enthousiasmant de travailler avec les écoles vétérinaires puisqu'on construit ensemble les supports pédagogiques de demain. L'expérience est également très enrichissante car il s'agit de coordonner des experts de différents secteurs avec différentes visions, mais ayant tous en commun une approche pédagogique forte. Les outils que l'on propose avec les écoles sont souvent des outils de formation très innovants qui ont une forte valeur ajoutée scientifique et qui peuvent faire l'objet de thèses, comme récemment le cas clinique d'Equine que nous avons pu développer et que vous avez vu en salle d'attente, tout du moins des extraits. Ouais, donc on le voit, c'est intéressant, notamment la partie validation via des thèses ou des choses comme ça, comme tu l'as dit. Comment dire, on mesure vraiment l'impact pédagogique. Hein. Il y a des choses qui sont mises en place dans les écoles vétérinaires, notamment sur l'acquisition des compétences. Et c'est vrai qu'on a eu quelques initiatives comme ça, on en a eu 3 exactement, hein, où on mesure vraiment l'impact pédagogique des initiatives et pas juste de la VR pour la VR. En pratique, Guylaine, ce qui est intéressant aussi sur ce projet, et je vois il y a Sébastien qui est avec nous, Perrault, je n'aurai pas le temps de faire intervenir, mais on va exposer le temps sinon, mais n'hésite pas à témoigner dans le chat. En pratique, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même aussi appris sur le déploiement, on apprend encore d'ailleurs, hein, parce que ce projet est en train d'être migré sur une autre solution. Tu peux nous expliquer comment il a été déployé, ce projet, Guylaine, dans les écoles véto? Donc, on a travaillé évidemment avec Maxime Delsart et les experts des 4 écoles véto. On a identifié les points clés d'une visite d'un élevage et on y a associé les activités pédagogiques qui allaient bien avec. Donc, tout ça a été mis en scène évidemment avec le concours de l'éleveur, comme vous avez pu le voir, pour une situation plus proche de la réalité. L'objectif, on l'a vu, est double, à la fois découvrir l'élevage, mais aussi une approche de la gestion des risques. Alors maintenant, c'est déployé à l'école vétérinaire d'Alfort. On a 145 étudiants qui ont été exposés, notamment pendant la période de confinement. Ça tombait bien, hein, parce qu'on avait anticipé la situation. Il organise des sessions plutôt en présentiel, par petits groupes de 4 ou 5 étudiants. Et l'avantage, c'est qu'il peut analyser et discuter des expériences avec les étudiants en présentiel, parce que ce genre d'expérience mérite quand même un accompagnement. En pédagogie, on utilise souvent le jeu à la condition évidemment que l'apprenant puisse en sortir et l'analyser, prendre du recul avec un enseignant. Sinon, ça serait juste un jeu pour jouer. Donc, les retours des étudiants sont très, très bons sur ce dispositif. C'est vraiment gagnant pour tout le monde. Ça permet de se frotter à cet environnement à moindre effort, on va dire. Toutefois, on est d'accord, et les étudiants sont d'accord également, que ça ne remplace pas tout à fait une visite en vrai, pour laquelle, évidemment, il nous manque la dimension de l'odeur et puis les échanges qu'on pourrait avoir avec un éleveur. Mais c'est bluffant de réalisme et ça permet vraiment de couvrir tout un tas d'objectifs pour tout le monde. Je pense que ce côté vraiment réalité virtuelle, on imagine des choses comme les films en 3D de Spielberg et tout ça, mais encore une fois, comme vous le voyez, on est vraiment sur de la vidéo et ça change complètement l'expérience. Hein. Et alors, c'est beaucoup de travail, comme le dit Sébastien. On te fera intervenir, Sébastien, si on a le temps à la fin. Beaucoup de travail sur l'enseignement pour l'enseignant. Hein, mais c'est vrai que c'est dans notre contexte de santé animale, moi, on vous l'a dit, je suis vraiment persuadé que ça a plein d'utilités, notamment on a parlé dans le cadre de visites de bâtiments, mais de situations stressantes, hein, la gestion de la première euthanasie, par exemple, ou des choses comme ça, on s'en souvient tous en tant que véto, et ça peut vraiment préparer. Voilà, et comme Guylaine l'a dit, l'importance de déployer ce type d'expérience en synchrone ou idéalement en présentiel pour le feedback. Je pense que c'est aussi un gros learning du déploiement,
Je ne fais pas de la VR dans mon coin tout seul, mais je m'en sers plus comme un outil d'atelier, en fait. Merci Guylaine. On va enchaîner sur le dernier cas pour essayer de rester dans les timings, qui est un cas un peu différent parce qu'on ne va pas parler de contenu, on va parler de plateforme, de déploiement de plateforme, en l'occurrence ce qu'on appelle un Learning Management System. Donc on a une question assez simple. Est-ce que vous avez un Learning Management System dans votre organisation? Donc c'est une plateforme qui permet de faire de la formation, hein, qu'on appelle Moodle ou il y en a plein d'autres, hein, 360 Learning et j'en passe. Vous ne savez pas ce que c'est. Parfait, donc on va mettre fin. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps. Et on va partager. Donc c'est à peu près du 2 tiers à 1 tiers. On a 1 tiers des gens qui ont un LMS et 2 tiers, donc 25% qui n'en ont pas et 10% qui ne savent pas ce que c'est. On va le voir, c'est une plaque tournante, hein, de votre stratégie de formation. Là, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on n'est pas en labo, on est vraiment à hauteur d'un CHV, en l'occurrence Advesia. Mathieu, je sais que c'est un projet qui te tient à cœur particulièrement. Tu peux nous expliquer un peu l'histoire de ce projet? Oui, c'est vrai qu'on est heureux de vous présenter ce projet parce qu'il est assez symptomatique d'une tendance de fond de la profession vétérinaire, du fait qu'elle se structure par elle-même. On est de plus en plus sollicité par des vétérinaires en direct, notamment en groupement, ou là, dans ce cas, en CHV, afin de les accompagner dans la formation et le déploiement de cette formation auprès de leurs équipes. Et donc, dans ce cas-là, au CHV d'Advesia à Vélizy, d'ailleurs, on en profite pour saluer Pascal Prélot. Le contexte de ce CHV qui connaît une croissance rapide, c'est d'abord de pouvoir réussir l'intégration de ces nouveaux salariés, qu'ils soient vétérinaires ou ASV. Et donc, dès leur arrivée, ils ont besoin de suivre la formation initiale, de connaître et d'être alignés sur l'ensemble des procédures internes en vigueur. Et pour Pascal et l'équipe dirigeante, c'est d'abord une obligation réglementaire en tant qu'employeur, mais c'est aussi une expérience nouvelle pour eux, en tant que leader, de dirigeants, donc de donner la première impulsion de manière à structurer cette formation auprès des nouveaux entrants. Ouais, donc on est vraiment donc on va dire, dans l'exécution d'une stratégie de formation, hein. Pascal et ses équipes vraiment avaient, comme tu l'as dit, avaient une volonté d'homogénéiser des processus, de transmettre les valeurs du CHV qui sont assez particulières, hein, et en pratique, là on ne parle pas de contenu, on ne parle pas de VR, on parle vraiment de plateforme pour déployer sa stratégie de formation. Guylaine, en quelques mots, c'est quoi un LMS et comment nous on peut accompagner sur le déploiement d'un LMS? On a proposé là, dans ce cas-là à Pascal et son équipe le Learning Management System qui lui convient. C'est une sorte de site web qui permet de reproduire un contexte de formation en ligne avec tout ce que ça comporte. Des apprenants, des formateurs, des contenus, des évaluations et aussi pour Pascal, un suivi précis de ses élèves, entre guillemets, grâce aux outils de tracking qui sont intégrés sur le LMS. Alors chez Wolf, on a sélectionné plusieurs LMS et puis aujourd'hui, on en utilise un qu'on préconise pour nos acteurs de la santé animale. Et nous avons accompagné Pascal sur sa prise en main, en le formant, en lui apportant du support, en l'accompagnant, en le conseillant aussi sur comment adapter ses contenus à ce type de plateforme. Et d'adapter plus généralement les usagers sur cette nouvelle modalité d'enseignement. Ok. En pratique, ça se passe comment? Donc, on va voir quelques écrans, mais donc, il y a une partie que tu dis onboarding, on va dire training, setup de la plateforme. Voilà, on paramètre le LMS à leur image pour que l'espace de cours soit complètement aligné avec leur environnement habituel. On a formé 4 administrateurs sur la plateforme, même si la prise en main reste relativement facile. Évidemment, ça nécessite un peu de temps pour se l'approprier. Et puis ensuite, Pascal l'a déployé à l'échelle de la clinique. Alors, petit à petit, il a imposé son utilisation sur des cours transversaux du style connaître les valeurs d'Advesia ou des choses comme ça. Et il fait aussi figure, lui, de précurseur, puisqu'il dépose tout un tas de cours plutôt en dermatologie, puisque c'est ses spécialités. Et il impose, il donne le rythme, le ton dans sa clinique.
et pour l'instant, ça fonctionne bien. Pour l'apprenant, donc tous ces salariés ont désormais accès à leur espace de cours entièrement dédié à la formation et les premiers retours sont plutôt bons. Après 4 mois d'utilisation, ils sont tous inscrits. Ils trouvent des ressources très générales Ouais. et puis on identifie déjà, on voit même l'impact puisque il me racontait que le cours sur le tri des déchets a très très bien fonctionné et qu'il a noté un changement de comportement notoire dans ses équipes sur ce point-là. Donc voilà, ça permet de valider définitivement cette plateforme. Donc ils sont vraiment en tout cas sur une dynamique positive grâce à ce projet. Donc c'est intéressant, vous le savez, hein, le marché vétérinaire se concentre, le développement des chaînes, ou peu importe comment on les appelle, ou des groupements, le développement de grosses structures. Donc il est important, on voulait partager ce projet avec vous, parce qu'encore une fois, au-delà de faire de la promotion de ce qu'on fait et tout ça, bien sûr, mais surtout pour vous montrer qu'il est important de se structurer, de structurer, on va dire, toute son architecture informatique, hein, et avec le déploiement d'une plateforme pour anticiper ces changements. Quelques exemples de la plateforme. Donc ici, vous avez l'environnement apprenant, hein, donc avec l'accès aux cours, donc par exemple l'histoire, les valeurs d'Advesia, la sécurité incendie, le tri sélectif, Guylaine en parlait, le premier cours en dermato sur les dermatophytoses. Voilà, ici une description de cours. On peut aussi mettre des crédits, hein, ça c'est intéressant. Vous le savez, il y a une obligation réglementaire, hein, de la profession vétérinaire d'avoir des crédits et la plateforme permet ça. Pour info, elle est déployée également à la VEF, à l'ordre. Donc, on est en train de voir un peu sur l'intérêt de la déployer dans le cadre de situation de société savante. Pardon. Voilà, un cours. Je vais répondre à ta question, Sylvia, on l'a vu. Hein, dermatophytose. Et puis, on a intégré aussi des systèmes de gamification avec des badges, des points. Il y a même un classement des plus actifs. Voilà, donc ça, on sait que ça fonctionne très bien, notamment dans ces communautés. Hein, je pense encore une fois, vous avez vu. Voilà, on peut aussi scorer les contenus et puis mettre des quiz directement dans la plateforme pour valider les contenus. Voilà, il y a toute une partie de dashboard aussi, sans rentrer dans les détails, pour regarder un petit peu de l'activité de la plateforme, quand on lance un cours, les pics de connexion, et ainsi de suite. Donc Sylvia, une question. Qui propose et rédige les cours pour la LMS, les administrateurs, quel est le rôle de Wolf Consulting? Donc, les cours, en l'occurrence, je vais commencer, Guylaine, et puis je te laisserai compléter, parce que c'est toi qui as géré, ou démarre, tiens, parce que c'est toi qui as géré. Donc, ouais. Sur les contenus de cours, là, pour le coup, c'est la responsabilité d'Advesia. Donc, on les accompagne, on les conseille. Là, par exemple, on travaille avec Pascal pour faciliter des documents de transfert entre le formateur et celui qui va intégrer sur la plateforme les cours. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites par Pascal. Il administre, il gère. Est-ce qu'encore une fois, il veut donner l'exemple et il veut bien connaître l'outil? Mais on pourrait penser à une organisation complètement différente. Il faut savoir que quand on dispose d'un LMS, c'est bien d'avoir une personne dédiée. À la fois sur la partie technique, savoir comment créer un cours, charger des documents dessus, mais aussi sur son animation, si derrière il y a des données à analyser, des quiz à récupérer. Et donc, ça nécessite un investissement au moins d'une ou deux personnes référentes, et c'est ce qu'est en train de mettre en place Pascal là-dessus. Sur les contenus, il reste maître de ses contenus, et potentiellement, s'il a besoin, on pourrait l'accompagner pour développer des contenus adaptés à son LMS sans souci, puisque c'est notre métier. Ouais. Donc là, on a vraiment accompagné sur l'animation, hein, Sylvia, et pas sur la création de contenu. Donc les contenus, c'est des choses assez classiques, hein, des fiches, des PowerPoint avec une voix off posée dessus, des vidéos, webinaires, des choses comme ça. Après, il y a une vraie réflexion derrière qui va être mise en place d'avoir des choses un peu plus innovantes, mais plutôt en intégrant la création de contenu. Et c'est des choses qu'on fait. Hein, encore une fois, moi, je tiens à préciser ça, on ne fait pas que du contenu, on n'est pas qu'une agence de contenu. Là, par exemple, on est en train d'accompagner un client sur la mise en place de leur université interne, et on ne fait pas de contenu, en fait. On fait un pilote, après on transfère les compétences, et sur les logiciels auteurs, et sur la conception pédagogique chez les clients. Et on a pris le parti qu'on ne sciait pas la branche sur laquelle on était assis en faisant ça. Au contraire, on montrait en fait l'intérêt du digital learning à nos clients pour demain faire peut-être des choses un peu plus sophistiquées, comme de la VR ou des choses. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Si vous voulez intégrer, on peut vous accompagner. On a même accompagné
des clients sur des recrutements pour qu'ils se staffent sur les métiers du learning et du conseil pur. Voilà, c'est une partie non négligeable de l'agence, c'est à peu près 20-25% du chiffre d'affaires, pour être très transparent. Donc, Et peut-être simplement pour construire sur ce que tu viens de dire, Grégory, là on vient de voir l'application du LMS dans un contexte purement interne, mais on peut aussi imaginer un déploiement vers l'externe et vers une cible. Là, en l'occurrence, avec Advesia, on peut imaginer demain des praticiens référents qui viennent se sourcer directement sur du contenu de formation, mais on peut aussi imaginer un hébergement de congrès digitalisé, et on sait que dans ce contexte actuellement, c'est important, et c'est une solution qui permet ça. On est en réflexion avec la VEF là-dessus. On a reçu un mail pour être très clair, pas plus tard qu'hier là-dessus. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. De toute façon, ça ne coûte rien, comme je dis, de nous solliciter. Écoutez, on a terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous laisse 5-6 secondes. Dépêchez-vous s'il y a des questions. Sinon, donc j'ai vu Sébastien qui a réagi. C'est tout bon. Je vous propose d'arrêter. Maintenant, on va faire une petite conclusion. Donc, comme vous l'avez vu, on voulait vraiment... Bon, déjà, je voulais vous remercier. Il y a eu beaucoup de monde encore aujourd'hui par rapport à la taille de l'agence. On est vraiment très contents. N'hésitez, on va essayer de renouveler ça. Comme vous l'avez vu, un par trimestre. Je pense qu'on arrive à peu près à le gérer dans nos agendas. Ce n'est pas toujours facile. Je tiens à remercier encore tout le monde, nos clients, encore une fois, pour avoir partagé ces cas. On vous a vraiment montré l'envers du décor, en tout cas je l'espère. On souhaitait vraiment vous montrer l'approche pragmatique d'un projet, vous faire rentrer dans les projets, dans du concret. Donc on va fermer le webinaire, il va y avoir une enquête de satisfaction. On mesure l'impact aussi, donc chez Wolf, faites-nous un retour constructif. Dites-nous qu'est-ce que vous voulez voir aborder sur les prochains webinaires en termes de sujets. On l'a fait ce webinaire suite au feedback qu'on a eu sur le webinaire de juin, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes de montrer de nouveaux projets et ainsi de suite. On a essayé de le faire aussi pour être très transparent, pas trop commercial, même si bien sûr on a montré ce qu'on faisait. Mais n'hésitez pas à solliciter Mathieu, vous aurez les coordonnées sur la slide d'après dans le suivi si vous avez vos projets. Moi, le point important, et je tiens à le souligner, et je sais qu'il y en a qui sont avec nous aujourd'hui, c'est que derrière tout ça, il y a des gens, il y a nos clients, il y a des experts, mais il y a aussi notre équipe. Voilà, donc Mathieu, Céline, qui sont avec nous aujourd'hui, mais Johanna, Angélique, Rebecca, ou Becky, Katrina, Charlotte, David, Guylaine, et puis un peu moi aussi qui travaille de temps en temps sur les projets. Donc comme vous voyez, l'agence grandit, voilà, on en est très fiers, mais au-delà de ça, on a rentré une nouvelle compétence pour mieux vous servir. Voilà, on a la chance d'avoir Charlotte qui nous a rejoint récemment, qui est Veto, et puis Katrina qui est développeuse. Un projet sur 3 en langue anglaise aussi, je tiens à le préciser. On est capable de ça chez Wolf, et c'est une de nos spécificités, je pense. Voilà, donc merci encore une fois à vous, merci à mon équipe pour tout ça. N'hésitez pas à contacter Mathieu, et puis on vous dit à la prochaine. On essaye d'en refaire un début 2021. On ne sait pas encore le sujet, on attend votre feedback sur l'enquête, et puis on le fera vraiment en fonction de vos retours, parce qu'on voit bien qu'il y a un pool de fidèles que je nommerai pas, mais qui viennent à tous les webinaires, et on prend en compte vos attentes pour designer les sujets des webinaires. Merci à tous, merci Matt, merci Guylaine, merci Céline, et puis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous, bonne journée. Merci, Au revoir. Au revoir.